Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. De retour à nos studios pour parler de la Coupe du Monde avec Mitch, qui est un habitué, et Alexandre Kenol. Comment ça va, messieurs? Ça va, merci. Alex, je veux comprendre un petit temps parce que comment on t'a rencontré, c'est à travers une de tes entreprises. Puis j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est super intéressant ce que tu fais, je pense, avec Geek Events, gestion d'événements, Alexandre Kenol. Donc, est-ce que tu peux nous en parler là rapidement de c'est quoi Geek? En fait, en premier, merci pour l'invitation, j'apprécie. Geek, c'est une compagnie, pour revenir un petit peu à la base, moi j'ai créé une ligue de soccer intérieur, une ligue de futsal qui s'appelait la Ligue de futsal 5 étoiles. Donc, voilà, c'est moi. C'est fun, ça. C'est bien pour les gars, là. Il m'a mis bien, je commence bien. Donc non, en fait, j'ai parti la Ligue de futsal 5 étoiles et donc je suis un fan de soccer à la base. Je veux dire, je suis un ancien athlète carabin, je joue avec les carabins. Là, actuellement, dans mon travail du quotidien, je suis un directeur technique pour les Shamrocks de montagne. Donc, je suis un gars qui gravite dans le sport depuis longtemps. J'aimais aussi, dans le côté sportif, j'aimais aussi le côté entrepreneurial, donc c'est pour ça que j'ai créé ma ligue, et j'aime aussi le côté événementiel. Donc ce qui a fait en sorte que on s'est démarqué au niveau de la ligue, c'est qu'on faisait plusieurs événements comme étant des matchs étoiles, des activités caritatives et tout ça. Donc c'est là que j'ai pu voir dans tous ces incitatifs d'activités que j'aimais ça. Donc là, on est revenu à un bout que peut-être qu'il fallait séparer les choses. Ouais. Donc j'ai séparé tout ce qui était événementiel parce que des fois on faisait un événement. Donc je donne un exemple, j'ai fait un événement pour le cancer du sein et les gens comprenaient pas pourquoi une ligue de futsal fait un événement pour le cancer du sein. Donc dans toute cette diffusion, on a séparé les choses. Donc là il y a la ligue de futsal 5 étoiles et il y a la compagnie Geek. Qui est une compagnie qu'on a plusieurs mandats, mais qu'on n'est pas officiellement lancé encore. Okay. C'est quelque chose qui va se faire probablement plus tard, vers octobre. Mais vraiment, je me spécialise dans événements ski sportifs, caritatifs, comme l'événement Patrice Bernier Ses Amis, qui est un match de célébrité qui était pour la Maison d'Haïti, qu'on a eu 2 éditions en fait. Et aussi, dernièrement, justement, dans le cadre qu'on s'est rencontrés, où j'ai rencontré cette magnifique équipe du Ben Wagen Show pour le Salon de la Femme Noire. Ouais. Donc, j'étais en charge de prendre un petit peu le côté masculin parce que il voulait avoir un petit peu un aspect masculin dans le Salon de la Femme Noire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que les gars ont fait habituellement? On aime l'alcool, d'autres on aime beaucoup de choses, mais certaines, quelque chose qui nous ramène, c'est le sport. Exact. Donc, c'était intéressant de faire un panel de sport. Et ça fait partie des genres de trucs qu'on fait avec Geek, mais on est en train de tout établir ça, mais on va être j'aime pas m'imposer de limites, donc exactement. Et même là. Hein? Donc c'est là-dedans, Geek, c'est vraiment tout ce qui est événementiel et tout ce qui est stratégie, contenu pour des organisations, que ce soit sportives ou des organisations communautaires ou n'importe quoi. Donc partie de ta ligue de futsal, Geek qui fait des événements avec aussi le monde du sport, c'est-à-dire que tu connais ton sport, t'es prêt à parler de foot. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde qui s'en vient très bientôt, là, jeudi le 14 juin. Yeah. Donc, j'espère que vous avez déjà appelé vos patrons pour appeler malade vendredi, trouver les excuses, appeler patron pour trouver vos excuses pour jeudi parce que la Coupe du Monde commence. Mais avant qu'on embarque dessus, on ne peut pas parler de soccer sans avoir un petit mot pour l'impact de Montréal. Hein? Un petit. Alors, je l'ai avec toi, Mitch. Quel est le mot qui résume la saison à date, selon toi, de l'Impact de Montréal? Petit. Moi, je savais, je pense qu'on en avait déjà discuté. Ouais. C'est un nouveau coach, c'est une nouvelle philosophie. Ça prend du temps à installer. Fait qu'ils sont encore dans une période de transition. C'est sûr qu'ils vont perdre beaucoup de matchs. Par contre, je trouve qu'il y a un manque d'effort. 4 matchs de suite sans faire un but. C'est un peu lamentable. Ouais. Par contre, c'était attendu. Les résultats en termes de victoire, c'était attendu. Par contre, je pense qu'il y a un peu de manque d'effort de la part des joueurs pour faire des buts, essayer de donner un peu de... Un show à la foule. Les gens payent leur billet pour voir l'Impact performer. On ne s'attend pas à une coupe directement, mais on s'attend quand même à ce que l'équipe performe. Puis je trouve que c'est pire que qu'est-ce que je pensais que ça allait être. Mais c'est ça. Je suis un peu dans le même sens.
Bon, faut comprendre que j'aime l'Impact, j'aime cette équipe et je pense que là, il y a un vrai changement de vent, un vrai changement de cap. Et je pense que là, on arrive à voir l'origine du problème. Donc là, on a un nouvel entraîneur qui a fait ses marques. Et même si, bon, comment dirais-je, les résultats ne sont pas là, il y a quand même un changement de culture qui se passe. Et je pense que c'est un changement qui était nécessaire. Puis je voudrais pas porter préjudice à Mauro Biello qui était là avant parce que peut-être qu'il faisait un petit peu mieux, mais il faut dire que Mauro Biello avait un effectif qui n'était pas comme l'effectif de maintenant. Donc l'effectif de l'an dernier, tu avais un Patrice Bernier qui amenait un certain aura sur le terrain, tu avais Assoum Camara, tu avais le Laurent Simon qui n'a pas connu sa meilleure saison, mais c'était un compétiteur. Tu avais Ambroise Oyongo, donc ça avait déjà une équipe qui était vraiment intéressante là. Je dirais pas que les joueurs sont mauvais, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il manque des éléments. Et je pense que c'est un effectif qui a besoin de renfort. Ça je le crois. Et je pense que c'est la première fois qu'on a un entraîneur qui va exposer ou qui va imposer sa manière de faire. Après, sa manière de faire, ça, c'est propre à tous et chacun. Mais moi, je suis pas prêt à lancer la pierre directement à Rémi Garde parce que l'équipe qui coach actuellement n'est pas son équipe. Non. C'est l'équipe qu'on lui a mis, mais ce n'est pas son équipe. Donc moi, je pense que on le dira pas, mais c'est une année de restructuration. C'est ça. On la voulait pas. Mais on veut pas l'annoncer parce qu'à Montréal, on déteste dire ça. C'est exactement ça que je voulais dire. Mais c'est une année de restructuration. Mais je pense que c'est un problème à Montréal, puis ça touche un peu toutes les équipes sportives, c'est qu'on déteste devoir accepter que parfois on va devoir avoir des années où on va perdre, où on va finir dans les bas-fonds pour implanter un nouveau système ou implanter quelque chose. Il faut préparer justement le fanbase, les partisans, il faut les préparer à ça. Tu peux pas arriver puis avec Rémi Garde qui arrive puis tu penses que ça va changer directement. Il faut que tu annonces que OK, on est en reconstruction. Comme ça, les gens ont des attentes que OK, on va perdre des matchs, mais c'est pour un temps. Fait qu'on se donne par exemple un span de 4 ans pour reconstruire puis devenir compétitif. Mais si les gens pensent que OK, on a un nouveau coach, ça va changer directement, ben c'est là que ça crée des fausses attentes. Puis ben, on a la preuve avec les Canadiens de Montréal, mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet pour un autre épisode. Alors, on y va maintenant avec la Coupe du Monde qui commence ce jeudi en Russie. On va aller un peu groupe par groupe, analyser les groupes, voir bon, c'est qui les équipes, les pays qui sont supposés passer, puis s'il peut y avoir certains upsets. Okay? On va aller avec le groupe A, où on retrouve évidemment la Russie, l'Arabie Saoudite, qui sera le match d'ouverture ce jeudi, l'Égypte et l'Uruguay. Alex, qui sort? C'est qui les deux équipes qui sortent de ce groupe? Ben en fait, c'est que c'est quand même drôle parce que je pense pas que c'est dit d'avance. Bon, c'est sûr que je vais être très honnête avec vous, je connais pas l'effectif de l'Arabie Saoudite, je ne les ai pas suivis. Et ça, je dois être honnête. Mais par contre, avec un Égypte, avec un Mohamed Salah qui est en jambes, qu'ils ont fait une très bonne performance, ils ont même gagné la Coupe d'Afrique aussi, si je ne m'abuse. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'Égypte pour cette Coupe du Monde. Ensuite, bon, on ne peut pas enlever l'aspect, comment dirais-je, l'aspect de la Russie, le fait qu'ils vont jouer à la maison. Donc ça va être quelque chose qui va être intéressant. Mais aussi, on ne peut pas mettre, je pense qu'avec l'Uruguay, on va avoir une Coupe du Monde qui va être intéressante autour de bons résultats. Je pense que tout de même, si je devais mettre qui devait sortir, je m'essaierais a priori sans avoir analysé encore tout, en manquant des données au niveau de l'Arabie Saoudite et de la Russie. J'irais quand même avec l'Égypte et l'Uruguay. L'Uruguay qui passerait. Qui passerait pour l'Uruguay, pour moi, c'est la valeur sûre dans le groupe. Ils vont passer. L'Arabie Saoudite, comme toi, je peux pas me prononcer là-dessus. J'ai pas trop de données dessus, mais par contre, la Russie et l'Égypte, ça devient intéressant. La blessure de Salah, ça peut être un gros facteur. S'il joue pas, il y a plus de chances qu'il joue, mais à quel point il va être bon. À quel point il est à 100%. La Russie, les partisans, le home crowd, ça joue. Ça joue pour beaucoup. Ils sont devant leurs partisans, on sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais j'irais plus avec l'Égypte si Salah joue. Du fait que, comme je pense moi aussi qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui est, je pense, mieux préparée, vu qu'ils viennent de jouer à une grosse compétition d'Afrique qu'ils ont gagné, avec un joueur étoile comme Salah.
mon argent serait sur eux. Mais là, il y avait des reports cette semaine que Salah s'est entraîné avec l'équipe, mais il a participé, il était là à l'entraînement, mais il n'a pas couru avec les gars. Il était en train de c'est un faire... processus. Ouais, voilà. Ce que j'avais vu, c'est peut-être pas disponible pour le premier match, mais peut-être pour le deuxième et le troisième match. Mais de toute manière, je pense qu'il va avoir un... Tu sais, Salah a connu une excellente année, une énorme année. Ouais. Donc, je pense qu'il va prioriser de jouer la Coupe du Monde et d'essayer de récupérer plus tard. Bon, du moins, ils sont dans une bonne position. Donc, non... il a voulu justement, quand il s'est blessé, il a voulu rassurer son pays assez rapidement. Ouais. Donc, je pense qu'il va être là pour le deuxième match, troisième match. Je pense pas que ça va être trop tard, mais je pense que ça va quand même donner quelque chose de très intéressant. Du moins, je sais que pour moi, l'Uruguay sort en premier, mais en position 2 et 3. Ça peut être intéressant. La Russie peut toujours nous sortir quelque chose qui... Je pense pas qu'on pourrait parler de upset. Ouais, Je pense pas que la Russie a le comment dirais-je, un net désavantage. Exactement, ou une certaine prestance au-dessus de l'Égypte. Je pense qu'ils vont avoir un avantage notable. Mais ça va être intéressant, c'est sûr et certain. Groupe A, donc Uruguay, pour sûr. L'Arabie Saoudite, pour sûr qu'il ne passe pas. Et entre la Russie et l'Égypte. Groupe B. Ça, c'est le groupe avec votre joueur préféré, messieurs. On a le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Je vais aller avec toi, Mitch. Qui passe en premier dans ce groupe? C'est qui les deux équipes qui vont passer, selon toi, dans ce groupe? L'Espagne et le Portugal. Espagne-Portugal, pour sûr. Ouais, pour sûr. L'Espagne et le Portugal passent. OK. Upset ou non? S'il y a un upset? S'il y a un upset, le Portugal ne passe pas. Oh. Ouais. OK, donc tu serais prêt à... Mais parce que OK, c'est vrai qu'ils ont gagné l'Euro. C'est vrai. On s'entend, il y a certains qui disent qu'ils sont passés par la porte de derrière, etc., etc. C'est des faits, c'est des faits. L'équipe du Portugal n'est pas une équipe... L'équipe du Portugal, c'est pas une équipe qui est très compétitive. Okay. Elle rely beaucoup sur 1-2 joueurs. OK. Pépé, comme défenseur, est sur le déclin. Le reste des joueurs sont corrects. Quaresma, c'est un très bon joueur. Il s'est pas encore relevé dans dans l'Euro puis dans les Coupes du Monde. Il n'est pas encore le joueur qu'il est supposé d'être. Donc, tout repose sur les épaules de Cristiano Ronaldo. Ouais. Donc, ça se tombe sur un seul joueur de faire beaucoup de choses. Donc, s'il y a un upset, ça serait eux. Ça serait eux. Je ne vais pas nécessairement dans le même sens. Je pense que le Portugal est une équipe beaucoup plus balancée qu'on le croit. OK. C'est sûr que Cristiano Ronaldo prend beaucoup de place, mais il faut comprendre que lors de la finale justement de l'Euro, Cristiano Ronaldo s'est blessé et l'équipe a géré. L'équipe a géré jusqu'à marquer le but, ce que Eder marque le but à la fin. Donc, je pense que l'équipe elle est plus balancée, elle est en meilleure, elle a plus d'expérience. Elle a l'expérience d'un Euro et on sait que c'est une compétition qui est très très dure à gagner. Donc, je pense que je vois l'Espagne sortir. Je pense que l'Espagne sont en jambes. Je pense que ça va être intéressant avec l'effectif qu'ils ont cette année. Le Portugal va sortir, mais encore une fois, sait-on jamais. Hein? Je veux dire, le syndrome de Ronaldo, justement, c'est que oui, on est derrière lui, mais il faudrait pas que le Portugal tombe dans le piège dans le gouffre que si Ronaldo n'est pas au top de sa performance, au top de sa forme. Il va être en forme, au top de sa performance, que justement, il se retrouve dans un formol qu'il pourrait perdre des points versus le Maroc ou l'Iran. Je vois l'Iran finir avant le Maroc, malheureusement pour mes amis marocains, mais si la logique se maintient, ça va être le Portugal et l'Espagne. On sait que des fois, le sport n'a aucune logique. Ouais. Bon, voilà. Mais est-ce qu'on pourrait qualifier ce groupe-là comme le groupe de la mort? Parce que si je regarde, on va faire tous les autres groupes, mais si je regarde là, quoique la majorité des groupes sont très très balancés, mais est-ce qu'on pourrait dire que le groupe B, ça serait le groupe de la mort? Pour moi, non. Vas-y, excuse-moi. Non, mais pour moi, non. J'ai oublié tous les groupes là. Maintenant, mais je pense que le groupe de la Colombie était un groupe qui était aussi féroce. Mais il y a la Colombie, t'as la Pologne, t'as le Sénégal, t'as le Japon. C'est le groupe H où on s'en vient. Moi, personnellement, je pense que ça serait le groupe de la mort parce que le Japon, très sous-estimé. OK. La Colombie, c'est une très bonne équipe. Les équipes africaines causent toujours des surprises dans la Coupe du Monde. Donc, je pense que
tu as 3 très très bonnes équipes qui peuvent lutter une contre l'autre. Donc je pense que pour moi, ça serait celui-là. Ben, moi, je pense que c'est... il n'y a pas réellement de groupe de la mort cette année, en voulant dire que je pense que c'est assez balancé. Je pense que, bon, il y a d'autres groupes, comme je pourrais dire le groupe F, que, bon, c'est sûr qu'a priori, on peut voir le Mexique, puis on peut voir la Suède comme étant des équipes qui sont peut-être plus de deuxième ordre, mais non, ils ont bien fait en qualification. Ben, c'est sûr que l'Allemagne est d'au-dessus, mais je pense que je serais pas prêt à dire. Peut-être que oui, c'est le groupe de la mort un petit peu dans cette compétition-là, mais je pense qu'il y a déjà eu pire dans les autres termes qu'on a vu de groupe. Donc voilà. Groupe C, France, Australie, Pérou, Danemark. France où il y a énormément d'oubliés, si on peut le dire comme ça. Il y a des joueurs qui sont pas là, notamment des Benzema. Donc ce groupe-là, est-ce que la France va ressortir de ce groupe-là avec tous les oubliés qu'ils ont que les sélectionneurs a fait? C'est France, Pérou, Australie, Danemark. Bah, c'est sûr que la France sort premier. Ok. Je pense que, moi, je pense que oui, bien sûr. C'est sûr que, bon, on se cachera pas, là, j'aurais bien voulu voir un Benzema dans la sélection, mais je suis aussi content de voir qu'il y a une opportunité pour Mbappé. Donc, on lui donne le 10 à 19 ans. On dit, bon, vas-y, mon grand, va jouer avec cette certaine témérité. Une témérité de jeune. Je relance dessus. Là, maintenant, la Coupe du Monde, c'est l'événement sportif le plus regardé, right? Ouais. Et donc, on parle pas d'une pression locale. Là, il va y avoir une pression nationale sur le dos d'un jeune Mbappé à 19 ans. Sur lui pour amener la France à la terre promise. Est-ce que c'est pas trop, ce qui est pas trop jeune pour avoir cette pression-là? Je pense pas que et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je pense pas que Mbappé n'est pas le sauveur de cette sélection-là. Okay. Non, parce que t'as un Griezmann. Il est très bien entouré. T'as un Giroud. Ouais. T'as un Kanté. Giroud. Ben, Giroud fait bien en sélection. Il fait bien en sélection. Je trouve que comme neuf, ça lui prend vraiment trop de temps à débloquer dans un match. Je trouve qu'il a besoin de trop d'opportunités pour en faire un. Peut-être, mais il va la rentrer là. Mais c'est un joueur qui se crée énormément d'opportunités. C'est ça l'affaire avec. C'est ça l'affaire avec Giroud. Donc, je vais être très honnête, je suis pas. J'ai sûr que j'aurais voulu voir Benzema dans la sélection. Ouais. Mais ils ont quand même une très très belle sélection là. Ouais. Et le fait que justement Mbappé, c'est pas sa Coupe du Monde, en voulant dire qu'il n'est pas à son apogée. Ouais. Il est encore très très jeune, il n'est pas encore à son zénith. Donc je pense pas que la pression va être sur lui. Je pense justement que la pression va être sur Pogba. Ouais, voilà. Et justement, Pogba a demandé les clés de l'équipe. On lui a pas donné, mais la pression, elle n'est pas nécessairement sur lui. C'est une équipe qui va être hautement balancée, une équipe qui va être à surveiller. Je pense qu'ils vont sortir. Je pense ils vont avoir un mauvais goût à la bouche de la manière que l'Euro ils ont perdu, parce que je pense pas que sans offense au Portugais et au Portugal, je pense pas que le Portugal a gagné cet Euro. Je pense plus que c'est la France qui l'a perdu. Les Portugais vont l'apprendre. Ouais. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont bien festoyé, là, c'est sûr, certain. Mais par contre, non, je pense que la France va sortir. Puis, pour l'autre équipe, j'aimerais bien voir le Pérou sortir. Ouais, j'aimerais bien voir le Pérou. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de la Coupe du Monde. Je pense que ça serait bien. Mais par contre, c'est pas. Tu sais, l'Australie, on peut avoir toujours des bonnes performances. Et le Danemark aussi, ce sont des équipes. Ce sont les groupes où tu auras peut-être un qui va être comme étant la France, qui va être un petit peu comme le leader, mais dans les trois autres, ça peut se jouer. C'est ce qui est très, très beau. Mettons les francs groupes de la mort, j'ai l'impression que ça se décide selon les trois autres équipes après le leader. C'est la balance exactement pour la deuxième équipe qui va passer. Je pense que ça va être un beau combat entre l'Australie, Pérou, Danemark. Groupe D, où on retrouve le joueur qui, selon certains, aurait le plus à gagner ou le plus à perdre, tout dépendamment d'une victoire ou d'une défaite. On retrouve l'Argentine, l'équipe de Lionel Messi, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Mais je vais te poser la question, la question que je vais te poser, c'est 1. Qui va passer de ce groupe-là? L'Argentine. OK. Ouais. 2. La deuxième question, c'est est-ce que c'est vrai que Messi a le plus à perdre ou le plus à gagner
avec cet Euro-là 2018? Avec cette Coupe du Monde-là, excuse-moi, 2018. Plus à perdre que Ronaldo, parce que c'est avec eux qu'on compare. C'est avec lui qu'on compare. Oui, puis non. Je vais te dire oui parce que jusqu'à date, au niveau national, l'Argentine attend encore que Messi leur rapporte quelque chose. Non, parce que je vais pas dire non plus que Ronaldo, parce que Ronaldo aussi, je pense que les deux veulent se comparer au meilleur de tous les temps. Donc c'est juste ça qui leur manque. C'est quelque chose comme une Coupe du Monde. Ronaldo, je pense pas qu'il est satisfait de l'Euro, vu que premièrement, il l'a pas joué. Ouais. Puis deuxièmement, oui, l'Euro c'est bien, mais tu veux une Coupe du Monde. Donc je peux pas dire que c'est plus important pour l'un plus que l'autre. C'est important pour un plus que l'autre. Par contre, Messi a tout à perdre dans cette Coupe du Monde-là. Parce que je pense pas que dans 4 ans, Messi va être encore Messi. Donc, c'est maintenant ou jamais pour lui. Je pense que c'est maintenant ou jamais pour les deux. Je pense que Ronaldo a 33 ans. C'est maintenant ou jamais pour lui. C'est sûr que Ronaldo a un euro derrière la cravate. Je pense qu'à l'Argentine, là, je pense que ils ont eu des bonnes performances. C'est ce qui est dommage parce qu'ils ont eu des bonnes performances à la Copa América. Finalisé à la dernière Coupe du Monde. Je pense que si Messi veut s'élever au titre de légende comme il le prétend, ou comme on lui prétend, il lui faut cette Coupe du Monde. Il lui faut cette Coupe du Monde-là. Il faut dire que l'équipe aussi, c'est une force. Bon, défensivement, c'est toujours un petit peu compliqué, mais offensivement, c'est quand même une équipe qui est très, très, très intéressante avec les Dybala, avec Agüero, même Angel qui est là. Donc, c'est quand même une équipe qui est très, très, très intéressante. Écoute, l'Argentine va passer, c'est sûr. For sure. Islande, Croatie, Pas Nigeria. nécessairement facile parce que dans les 3 autres équipes, on a quelque chose d'intéressant. Ok, voilà. On a l'Islande qui est très, très, très intéressante. On les avait au dernier Euro. Ils ont créé beaucoup de surprises. Oui. Exactement. Puis qu'ils jouent un foot qui est intéressant, qui est inspirant, du moins pour nous aussi au niveau du Canada. C'est quelque chose de bien que la population de Laval, comme étant l'Islande, c'est réellement ça, pourrait justement se rendre loin en Coupe du Monde. La Croatie, avec un Rakitic en forme, ça peut être vraiment intéressant. La Croatie ont toujours eu des bonnes performances en Coupe du Monde, je dirais historiquement, donc ça peut être intéressant. Et au niveau du Nigeria, cette force tranquille africaine, que bon, je les vois pas nécessairement sortir, mais je les vois faire beaucoup de troubles. C'est donné beaucoup de problèmes aux équipes. Beaucoup de problèmes aux équipes, exactement. Tu dirais l'Islande ou la Croatie? Je suis obligé de dire la Croatie. Je suis obligé de passer avec la Croatie. Ils ont un peu plus de firepower, on va dire. Firepower. Modric, Rakitic. Non, ça peut être bien, mais c'est probablement l'expérience aussi qui va jouer un rôle. Mais encore une fois, si le problème ou l'avantage, c'est que l'Islande, quand ils ont joué il y a 2 ans, on ne les attendait pas. On ne les attendait pas, c'était une surprise. Donc, un peu comme Wales. Et voilà, exactement. Du coup, que cette année, on les attend. Je pense après, que ça va être différent. Oui, voilà. Après, ça va être différent. Totalement. Groupe E, Brésil, la Suisse, Costa Rica et la Serbie, avec un Neymar en santé. Je pense que Neymar, il est. Je sais pas si tu as vu son but d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il a fait tomber le gars. Bon, voilà. Donc on peut dire qu'il est pas mal en santé. Il a l'air bien. Mais c'est pas. Je me préoccupe pas de Neymar, je me préoccupe du gars qui est tombé. Je me demande s'il va bien. Donc non, ça. Je pense que bon, après la Serbie, je vais commencer par la Serbie. Encore une fois, je connais pas complètement la formation. La formation, je m'en excuse. Si je veux parler historiquement parlant, ce sont des équipes que ça va jouer, ça joue sans, c'est physique, ça joue sans aucun complexe. Costa Rica, bon. Une équipe des Amériques, si on peut dire. Ça peut, c'est toujours, tu les attends, hein, ces équipes-là qui sont issues un peu du CONCACAF, là. Donc j'ai bien de les voir jouer, mais c'est sûr que je vois un retour
Écoutez, moi, à la dernière Coupe du Monde, en 2014, j'ai encore le 7-1. Ouais, voilà, il reste ici, hein. Mais je pense qu'on a un Brésil qui va être en jambes. Je pense qu'on a un Brésil qui va être intéressant, qui ont retrouvé la Jinga, le Yoga Bonito. La belle sélection, la exactement, avec un Neymar en forme, mais pas juste un Neymar, je veux dire un Firmino, un Coutinho, des Jesus. Je pense que ça va être... on a un bon milieu défensif en Casemiro. Donc, je pense que... l'haïtien a repris vie maintenant. Oui. Écoutez ça, je m'en cache pas, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de très, très bien. Mais si je devais me lancer... Bon, la Suisse aussi. La Suisse, je me rappelle, à la dernière Coupe du Monde, quand même, au dernier Euro, des performances quand même surprenantes. Je les attendais pas, ça jouait plus au ballon que je croyais. Mais si je devais me lancer, j'irais avec le Brésil. Très certainement. Et Costa Rica. Dis-le. Le Costa Rica pourrait être cette deuxième équipe. Le Costa Rica, ils vont être surveiller. Toi aussi, c'est les mêmes en fait sélections Brésil-Costa Rica. Ouais. Costa Rica, je pense que c'est une équipe que ils vont causer beaucoup de surprises parce que je pense pas qu'on les met au pied où est-ce qu'ils vont vraiment se rendre dans le carré d'as ou quoi que ce soit. Donc ils n'ont pas la pression que l'Islande pourrait avoir. Je pense qu'ils sont... l'Islande, oui, ils ont de la pression, mais pas à ce point-là, pas au point de se rendre au carré d'as. Mais je pense que le Costa Rica, c'est une équipe qui, comme il a dit, je pense qu'ils savent vraiment jouer au soccer. Puis ils ont des bons joueurs. Ouais. Je pense qu'ils sont très bien préparés. Ils peuvent se rendre très loin. Ils peuvent se rendre loin. Groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Moi, j'ai l'impression que ce groupe-là est dangereux. J'ai l'impression que ce groupe-là est très dangereux. Là. En fait, on n'a pas le choix de... Allemagne. Je déteste de dire, mais je pense que l'Allemagne est un candidat logique et favori pour gagner même. Pour gagner, mais je pense que avec la dernière Coupe du Monde, on l'a vu. On a pu le voir aussi avec la dernière Coupe des Confédérations qu'ils ont gagné avec une équipe B. Voire C. Et l'Euro U19, je pense que l'Allemagne avait gagné aussi, ou U21. Donc, je pense que l'Allemagne va sortir haut la main. C'est une équipe qui est très balancée avec un coach ayant un peu les mains baladantes, mais ça c'est une autre histoire. Mais non, honnêtement, je pense que ça va sortir. L'Allemagne va sortir. Ensuite, c'est ça. Mexique, Suède, que c'est là la difficulté. Je pense que le Mexique va sortir. Ok. Je pense que le Mexique va sortir. Je pense que c'est une sélection qui est plus balancée. Je sais pas, la Suède a pu s'en sortir contre Zlatan. Sans Zlatan aussi, mais je suis pas encore vendu à l'étoffe que cette équipe pourrait avoir. Donc moi c'est la manière que je le vois. Et la République de Corée, ils vont venir pour jouer. Pour jouer, espérons. Ils vont venir pour jouer. Je pense que ça va se jouer vraiment entre la Suède puis le Mexique. Ok. Pour la deuxième équipe. Pour la deuxième équipe, évidemment. Le Mexique, je vais donner l'avantage aussi au Mexique. Par contre, la Suède peut... Je serais pas surpris si la Suède sortait le Mexique. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui comptait vraiment beaucoup sur Zlatan. Zlatan était l'équipe. Maintenant que Zlatan est plus là, souvent c'est là que d'autres joueurs se lèvent. Donc tu sais pas vraiment à quoi t'attendre de ces joueurs-là. Ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. Donc juste le fait que tu sais pas trop, je vais leur donner une petite mention honorable. C'est ce mystère-là. C'est ça, un petit peu de mystique. Mais je pense que le Mexique est mieux balancé. Ils ont des meilleurs joueurs. Ouais. Je pense qu'ils devraient passer. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a eu un scandale qui est sorti sur le Mexique dernièrement. Les joueurs se sont retrouvés dans des endroits qui ne devaient peut-être pas être. Des endroits qui ne devaient pas être. Mais bon, comme on dit, c'était sur leur temps libre. Ils n'ont pas réellement été accusés, donc nous pouvons les accuser de rien. Trop de cerveza, demasiado cerveza, c'est ça que ça fait. Voilà. Exactement. Alors, groupe G, Belgique, Panama, la Tunisie et l'Angleterre. L'Angleterre est souvent qualifiée comme un pays aussi qui voit bon. Moi, je voulais pas le dire, je respecte les pays. Mais
C'est des pays qui choquent. C'est un pays qui choque l'Angleterre souvent. Donc, est-ce que ils ont des chances de sortir de ce groupe-là ou vous les mettez même pas dans les vainqueurs? Ils sortent du groupe, c'est après que ça se casse. Ouais. Ben, je vais un peu dans le même sens en voulant dire que j'ai aimé le fait qu'on nomme Harry Kane comme capitaine. Ouais. C'est un changement de vent. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs au niveau de la sélection anglaise. Je pense que honnêtement ça va jouer. Je pense que on les met historiquement pas dans le portrait, mais pourquoi pas. Je veux dire pourquoi pas avec une sélection qui est renouvelée. C'est plus le spectre des Lampard, des Gerrard et tout ça. Donc non, je pense qu'ils vont être à suivre. Par contre, la Tunisie et le Panama, historiquement, sont des équipes à ne pas prendre à la légère. Voilà, exactement. Mais par contre, il faut quand même avouer que la Belgique va sortir haut la main. Donc avec un Laurent Simon. On espère qu'il puisse faire la Coupe du Monde, mais surtout mené par un Eden Hazard qui semble être en santé, en forme et être prêt à prendre le lead complètement. De cette équipe. Quelque chose qui avait manqué au départ, mais je pense qu'avec un Eden Hazard, ce sont ces joueurs-là, un peu comme à l'image de James Rodriguez en Colombie, il y a la dernière Coupe du Monde que prêt à prendre le lead, à jouer sans complexe. Et j'ai bien hâte de les voir à l'œuvre aussi. De voir qu'est-ce qu'ils vont remettre. La dernière, ça a été le joueur de la dernière Coupe du Monde, je pense, James Rodriguez. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire cette année. Ouais, bon. Là, il a l'impression. C'est ça le truc, c'est que quand tu es une découverte dans une coupe, c'est intéressant. Oui, c'est la découverte, je pense. Mais là, maintenant, c'est plus une découverte. Maintenant, les équipes l'attendent. Mais c'est un joueur extrêmement talentueux, James Rodriguez. Extrêmement talentueux. Et là, on embarque dans son groupe de la Colombie, la groupe H avec la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Mitch, que tu disais que ce groupe-là est peut-être le groupe où il y a le plus de compétition à l'interne de ce groupe-là. Pour moi, je pense que parce que le Japon, comme tu dis, c'est un pays qui est souvent sous-estimé. Ouais. Sûrement par le fait qu'ils sont peut-être un peu plus petits, le fait qu'on les sous-estime. Par contre, ils jouent vraiment bien en équipe. Le ballon roule. Le système est très... Le ballon, il roule. La Colombie, je pense, devrait sortir du groupe. Mais moi, je mettrais mon argent sur le Japon. Japon? Ouais. Colombie-Japon. Colombie-Japon. Moi, je veux, dans ce groupe-là, je veux aller avec le Sénégal. Pas nécessairement qu'ils vont gagner, mais je veux avoir cette surprise africaine. Voilà. Oui, exactement. Bon, faut dire que, selon moi, le Nigeria va pouvoir donner une belle performance aussi, mais j'aimerais voir le Sénégal sortir en deuxième de ce groupe-là. J'aimerais avoir la Colombie qui sorte aussi comme premier. J'aimerais que, justement, la Colombie a passé à la phase éliminatoire, puisse justement faire son chemin. Au moins jusqu'au quart de finale. Je pense que c'était une équipe que j'aimais voir jouer. Il y avait de l'enthousiasme, ça jouait bien, c'était offensif et aussi il y avait, juste pour les célébrations, je pense qu'on regarde la Coupe du Monde pour ça aussi. Donc, non, je pense que, si j'y vais de manière avec ma logique, c'est sûr que ce serait la Colombie et le Japon. Mais si j'y vais avec le cœur ou ce que j'aimerais voir comme show, ce serait la Colombie et le Sénégal. Rapidement, si vous avez un choix à mettre sur le gagnant de cette Coupe du Monde, là, rapidement, t'as un $100 à mettre à Ben Wagen. Là. Ça va être l'Allemagne. L'Allemagne, $100. C'est difficile d'aller contre eux, maintenant. Ça, c'est la même réaction qu'on l'a posée pour Jerry Smith. Ce gars-là ne le ramenez pas ici. Un gagnant, quel pays sort vainqueur? C'est sûr que, écoute, la tête pencherait vers l'Allemagne. Mais le cœur est splitté en deux, j'avouerais, avec la sélection de la France et le Brésil. Le Brésil, évidemment. Donc oui, écoute, tu m'as donné des paramètres pour répondre à une question. Je suis habitué à ne pas respecter les paramètres. Voilà. Donc, t'as le contrôle de mon show. Donc, je mettrais, je mettrais $40 sur l'Allemagne et $30 sur le Brésil. Ben plutôt... $29 sur la France et $31 sur le Brésil. Donc toi, tu mets un 100 sur l'Allemagne, lui c'est comparti en paquet. Ça permet aussi d'avoir des paramètres. Vas-y, juste parce que je sais sûrement que la cote de mise au jeu va être vraiment haute pour le Portugal. Je mettrai un petit 20 sur le Portugal, juste au cas où Ronaldo décide d'être Ronaldo, puis il est supposé d'être.
Puis tu fais beaucoup d'argent, c'est ça. Sinon, le reste du 80, ça va aller sur l'Allemagne. Ben, merci monsieur d'avoir été avec nous. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui va sortir gagnant de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous pensez des différents groupes? Le groupe de la mort, est-ce que c'est le groupe de la Colombie? Est-ce qu'il y en a un? Bref, laissez vos commentaires en bas. On like notre page Facebook, Instagram, on s'abonne à notre chaîne YouTube et on embarque dans le bandwagon. It's a wrap! Merci. Bravo, monsieur! Quel des connaisseurs, mais beaucoup de... On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.